cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Bao nhiêu? Bên Bao này nhiêu? có ký gần ký 2 thôi đấy. Je m'appelle André Minras. Au Vietnam, certains me nomment Hồ Cung Quyết, c'est-à-dire Hồ, le fortement déterminé. Ở đâu bắt cá hả? Bắt Không, cá ở đây á? không có bắt cá, câu cá. Ở đây câu cá nhưng mà câu túi ni lông nữa. Có túi ni lông nữa. Túi ni lông nhiều à, nhiều là. Không lao. Nhưng mà không ngon à, không ngon à. Cái đó bán chai chai thôi. Quoi de plus familier pour moi que ces marchés vietnamiens? Ces couleurs, ces odeurs, ces bruits. Peu de choses ont changé depuis mon arrivée pendant la guerre en septembre 1968. Bien sûr, le vert des uniformes et des sacs de sable a quitté le décor. Le bourdonnement des hélicoptères s'est tu. Et me concernant, on ne m'appelle plus petit frère ou grand frère, mais grand-oncle. Con cá này, nó trống đi. Bắt lại à? Bắt lại à, đưa đi Chi Hòa. Đưa đi Chí Hòa. Đưa đi Chi Hòa luôn. J'adore ces marchés. Je m'y sens bien, comme chez moi. L'essentiel reste là, les sourires spontanés et lumineux, avec la gentillesse qui cache souvent la misère. Et cette formidable vitalité qui désarme les galères de la vie. Vậy ông Tây có vợ chưa? Có vợ ở Pháp mà rồi. Vậy uổng quá. Uống quá. Uổng quá. Vậy ha. Kiếp sau ông Tây ha. À. Khi nào ông Tây qua lại thì cưới nha. Tạm biệt ông Tây. Rồi. J'avais une vingtaine d'années lorsque j'ai posé le pied au Sud-Vietnam. La confrontation directe et brutale avec la réalité du conflit et l'atmosphère coloniale qui régnait alors ont très vite eu raison de mon insouciance. J'ai découvert la guerre dans sa crudité, inscrite dans les corps et dans les esprits. Mon existence a alors pris un tournant irréversible, une direction que je n'ai jamais quittée depuis. J'ai photographié et consigné mes déambulations dans ce pays meurtri, dans un petit carnet noir, tel un témoin clandestin. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, je me mets en quête de ce qu'il reste. Les vestiges, les visages et les voix de ceux qui ont tellement sacrifié. Je me demande, au-delà du récit officiel, quelles traces demeurent de cette époque? Et surtout, ce pays qui s'est battu au prix de tant de vies pour la paix, l'a-t-il vraiment trouvé? Cette quête, c'est comme tenter de déchiffrer un vieux parchemin. On distingue encore les mots d'une promesse d'indépendance, écrits à l'encre forte. Mais le temps et les réalités des années écoulées ont ajouté de nouvelles couches, plus ténues, parfois amères, qui brouillent le sens originel. Le vent n'a pas seulement dispersé les cendres de la guerre, il semble aussi avoir emporté une part de la mémoire. Thời điểm 1975, tôi là 27 tuổi. Bây giờ 50 năm là tôi 75 tuổi rồi. Tôi chứng kiến bao nhiêu sự kiện Việt Nam đi qua. Anh là cái người mà phải nói, anh yêu lý tưởng, anh yêu tự do, anh yêu Kể cả hòa bình con người, đúng. nhưng quyền cơ bản của con người là Đó. quyền sống là cơ bản mà. Đúng rồi. Người Việt Nam chúng tôi hy sinh nhiều quá. Trải qua một cái cuộc chiến tranh 80 năm, hy sinh quá nhiều. Tôi ở đây là tôi chỉ mong muốn một cái xã hội tốt đẹp. Tôi không quan trọng
Nam Bắc hay là Trung, người nào cũng thế, người nào cũng Việt Nam thôi. Nhưng cái người Việt Nam chân chính luôn luôn mong muốn là một cái xã hội tốt đẹp nhiều hơn. Đúng, đúng. Mắt thấy, tai nghe, và tôi nói lên tiếng nói sự thật. Nhưng mà khi nói như vậy, em không sợ bị chính quyền trả thù không? Hay là đang Chính quyền đã bắt tôi 7 năm rồi. 7 năm hả? Vì tiếng nói đó. Ở đâu? 7 năm ở đâu? Ở đây hả? Học tập cải tạo nhiều nơi lắm. Nhưng mà bạn bè tôi 2 tử hình, 2 chung thân. Nhưng họ có sợ chết đâu. Con người Việt Nam chúng tôi anh hùng. Hay quá. Hay quá. Le Vietnam, ça n'est pas une destination. Je voulais particulièrement venir. Mais j'avais terminé ma formation à l'école normale et je devais faire mon service militaire obligatoirement. J'étais absolument contre le fait de jouer aux petits soldats en France. J'avais l'impression d'y perdre mon temps. Je n'étais pas suffisamment politisé, on va dire, pour devenir objecteur de conscience. Et donc, j'ai choisi parmi une liste de pays qui m'étaient proposés pour aller enseigner le français au titre de la coopération culturelle. Alors, parmi les pays que j'ai choisis, évidemment, il y avait les pays qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire j'aurais aimé aller en Espagne, ou en Allemagne, ou en Angleterre, ou plus loin au Canada. Et j'ai coché tous ces pays, et en fin de liste, j'ai coché le Vietnam. Et donc, je suis tombé sur le Vietnam. Moi qui étais contre le service militaire, je suis tombé en pleine guerre à Saigon. Voilà. Et c'est à partir de là que s'est dessinée toute l'histoire de ma vie, on peut dire. Moi, j'étais plutôt influencé par tout ce qu'on voyait à la télé de la guerre quotidiennement et par les commentaires qu'en faisaient des gens qui étaient finalement proches de l'armée américaine. Donc moi, j'étais plutôt du côté du monde de la liberté, de l'anticommunisme, etc. Et donc, je suis arrivé ici dans cet état d'esprit. Et ensuite, tout a basculé. Donc après, je suis devenu un anti-guerre farouche et militant. Arrivé à Da Nang, je suis arrivé dans la base américaine, une des plus fortes bases américaines, d'où décollaient des B-52, et chaque nuit, elle était bombardée par les roquettes qui venaient des pieds des montagnes voisines. Donc, on m'avait alloué une ancienne maison qui était réservée à l'époque aux officiers français qui vivaient là. Et là, j'avais la dame qui devait me faire la cuisine, devait faire le ménage pour moi, etc. Donc, une sorte de domestique. Et très vite, j'ai pas du tout aimé cette ambiance coloniale, on va dire. J'ai pas aimé les discours de mes collègues expatriés qui étaient là depuis longtemps, qui avaient pour les Vietnamiens, pour certains, un mépris total, même affiché carrément. Donc j'ai quitté cette maison, je suis allé habiter dans les quartiers vietnamiens. Et là, j'ai commencé un peu à parler vietnamien, un peu à comprendre et un peu à communiquer. Et déjà, j'ai senti à quel point la guerre les marquait en permanence, et à travers leurs enfants aussi.
Ensuite, pendant les vacances scolaires, je prenais ma Suzuki que j'avais achetée d'occasion à un ancien élève du lycée et je suis allé jusqu'à Pleiku, à Kontum, sur les hauts plateaux. J'allais très loin et j'allais dans la guerre carrément. Donc je voyais la guerre avec tout ce qu'elle a de pas joli, d'effrayant. Là est montée une sorte de nausée, mélangée avec de l'indignation, mélangée avec de la colère. Et tous ces voyages-là, toutes ces incursions-là, m'ont amené ensuite à dire stop. On ne peut pas laisser vivre les gens sous les bombes comme ça, dans la même famille des enfants qui sont d'un côté ou de l'autre, qui s'entretuent, c'est pas possible. Par empathie, je me disais, mais si dans ton village, si on faisait ça au tien, qu'est-ce que tu ferais? Je me serais battu pour faire cesser ça et dire aux agresseurs, foutez-moi le camp, laissez-nous tranquilles, on ne vient pas vous envahir chez vous. Voilà. Donc, tout ça m'a amené à l'épisode du drapeau pour la résistance, parce que la seule possibilité de paix, c'était que la résistance arrive à gagner. C'est pas parce qu'on était communiste, pas du tout. C'est par l'esprit de résistance et pour que les bombes cessent. Voilà. J'étais avec un coopérant comme moi qui s'appelait Jean-Pierre Debrun. Lui était très politisé. C'est-à-dire que avant de venir au Vietnam, il était déjà dans les mouvements gauchistes pour la paix au Vietnam. Et moi, pas du tout. Donc on n'était même pas d'accord sur ce sujet quand on en parlait. Mais on était d'accord pour ensemble donner un grand coup de poing ici, parce qu'il y avait des mouvements partout contre la guerre. En 68, en mai 68, il y avait les drapeaux de libération qu'on a mis ici. Il était dans les rues de Paris, très souvent. Il était dans les rues de New York, de Washington. Il était dans les universités américaines. Mais ici, il fallait faire quelque chose. Et on l'a fait. Et donc, on en a payé le prix, mais sans regret. C'était en 1970, exactement le 25 juillet, à 12h, sur cette place. La statue des Marines, avec un Marine devant qui pointe son M16 face à ce qui est maintenant le théâtre municipal, mais qui était l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, ici. C'est-à-dire ce qui était censé être la démocratie, mais sous la menace du M16. Voilà. Donc c'était très, très, très symbolique du régime. Et le second Marines poussait le premier. Alors on pouvait dire que le premier qui allait au combat, c'était le Marines vietnamien, et le second, c'était le Marines américain. En tout cas, c'est une statue qui est tellement symbolique que dès que les forces de libération sont rentrées dans Saigon, la statue a été abattue. Immédiatement. C'est un lieu historique de la guerre du Vietnam dans le sud. L'événement a commencé à l'angle de la rue Leloy. C'était un bistrot historique, c'est un bistrot légendaire du Vietnam. Ça s'appelait Givral. De là, j'ai appelé des journalistes dont j'avais le numéro et qui étaient au Continental, là-bas, en face, à l'hôtel Continental, qui est toujours là, lui. Et je leur ai dit, dans 5 minutes, il y aura un événement qui va se produire, qui peut être intéressant pour vous. Amenez vos caméras et traversez juste la rue. Et ce sera au niveau de la statue. La statue, elle était là. J'ai traversé la rue, mais avant de traverser la rue, comme j'avais une liasse de billets qui était prête pour soudoyer un éventuel contrôle,
ça ne s'est pas produit. Donc j'avais la paye de 1 mois de salaire et je l'ai donné à un mendiant qui se trouvait à l'angle de la rue, au pied du poteau là-bas, et qui s'est empressé d'étaler, de peur que je le rappelle pour récupérer la somme, certainement. On a traversé avec mon compère la rue en oblique très vite, et puis on est monté sur la statue ici, qui faisait 7 mètres de haut. J'ai lancé des trappes ici, de chaque côté. Il y a des gens qui sont passés, qui les ont ramassés, qui sont vite partis. Les gens étaient agglutinés tout autour parce que le drapeau était gigantesque, donc on ne pouvait pas ne pas le voir. Et c'était effarant pour les gens de voir ça. Un Français s'est arrêté juste ici et nous a traité de son of a bitch avec un fort accent français. Et puis il y avait des cailloux un peu partout autour. Et les gens se sont saisis des cailloux et ont commencé à nous les lancer de tous les côtés. Finalement, on a tenu une demi-heure. À un moment donné, j'ai eu peur parce qu'il y a un policier en civil qui est monté avec le Colt, braqué sur ma tête. Et en bas, ça a crié « Ne tire pas, Dumbang, Dumbang, Dumbang ». Donc le type a baissé son Colt. Et puis, à 2 ou 3, ils ont attrapé Jean-Pierre, le drapeau d'abord. Ces photos symbolisent un moment fort de la solidarité internationale envers le peuple du Vietnam, forcé à la guerre totale pour son indépendance. Solidarité surtout de la jeunesse, prête au sacrifice de la vie pour arracher la paix. Oui, on peut dire que nos actions ont marqué l'histoire du pays, principalement dans le sud occupé. La nôtre est survenue au moment où tout basculait, où Nixon et Kissinger étendaient l'enlisement au Cambodge et au Laos, tout en retirant leurs boys. Mais l'histoire du Vietnam étant écrite par le seul parti communiste, notre action n'a pas eu au nord le même retentissement qu'au sud, car l'action du drapeau n'a pas été faite au nom du parti. En plus, nous y avons survécu. Sans sacrifice extrême, le symbole du héros idéal ne pouvait être complet. Si la photo a accédé à la consécration du musée des vestiges de guerre, c'est grâce à la ténacité et au prestige de mes compagnons de détention du Sud qui l'ont pratiquement imposée aux autorités alors qu'ils étaient encore influents. Depuis mes critiques publiques sur le régime, mon portrait figurant initialement aux côtés de la photo du drapeau a disparu. Et après mes nouveaux articles, mes films et mon dernier livre, je me demande si cette dernière va résister à la prochaine mise à jour. Des fois, il y a des trucs qui te remontent comme ça. C'est en visitant le musée de la guerre, même en ayant vécu en tant que, on va dire, spectateur proche et vivant, c'est en visitant le musée qu'il y a
des sensations et des réflexions qui remontent et que je n'avais pas eues. Donc c'est vrai que l'émotion, elle reste. Et elle remonte à ces occasions-là, elle remonte. En 1969, je franchissais quotidiennement cette même grille de l'école Léquidon pour rejoindre la classe de mes petits poussins bien studieux. J'ai d'excellents souvenirs dans cette école avec mes élèves, des classes de 45 élèves. C'était incroyable l'écoute que ces enfants avaient, l'enthousiasme, la volonté qu'ils avaient d'apprendre. Et presque tous étaient des enfants d'officiers ou de sous-officiers de l'Ancien Régime que j'ai ensuite combattu avec mon drapeau. Voilà, donc c'est des moments un peu tragiques de l'histoire. L'école n'a pas changé dans son architecture. Toujours la même cour, les enfilades de couloirs extérieurs, même les couleurs des volets. Vous apprenez le français? Oui. 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 Timpa. Bonjour. Bonjour. Hay quá. Còn cái gì nữa? Bonjour, monsieur. Je t'aime. C'était bon. Cái đó là nặng quá. Aujourd'hui lycée, l'établissement a résisté aux tempêtes de l'histoire et vient de fêter ses 150 ans. Chào các cháu. Mà thôi không khoan. Bác là thầy giáo hồi xưa ở Lê Quý Đôn năm 70 và bác là thầy giáo dạy tiếng Pháp lúc đó bác 23 tuổi. Nhưng mà bây giờ trở về hơn 50 năm sau và thấy các cháu ở đây thì thấy rất xúc động. Thấy Việt Nam và trẻ và có nghị lực, có nghị sức để học và để phát triển cho đất nước. Như vậy thì chúc các cháu học giỏi và hạnh phúc. Nhớ các cháu. Cảm ơn. Ils sont beaux, hein? Ah, magnifique. Tuyệt vời. La Constitution de 2013 affirme clairement, entre autres droits, celui de réunion et d'association. Mais la réalité policière confirme le contraire. En fait, toute activité politique, sociale ou culturelle est dangereuse dès qu'elle échappe au contrôle du Parti communiste. Hors de question de former un parti politique indépendant. La police frapperait aussitôt. Alors, un certain nombre de mes amis, refusant de rester isolés et pour exercer leur droit de réunion et d'expression, ont formé ce qu'ils appellent un club, qu'ils ont nommé les Hiudang. Pourquoi ce nom? Parce que le groupe partage les valeurs de cet avocat saïgonais, ancien cadre de la résistance, puis vice-président du Conseil du Front de la Patrie pour les questions de droit et de démocratie. J'ai manifesté à ses côtés contre les agressions chinoises en mer de l'Est, dénoncé avec lui la corruption et les emprisonnements arbitraires. En 2013, il a quitté le Parti communiste en claquant la porte et a été emporté par le cancer l'année suivante. J'ai été accepté dans ce club dont la grande majorité des membres sont des intellectuels, écrivains, journalistes, avocats, ingénieurs, anciens résistants des maquis, artistes, ex-cadres de l'administration ou du parti. Leur notoriété fait qu'ils sont tolérés par le pouvoir. Mais le seuil de cette tolérance est variable. Il fluctue selon l'actualité politique. Le couperet peut tomber à chaque instant. Toujours réunis le 25 du mois dans un café-restaurant près du parc Taodang de Saigon,
Ils échangent sur les questions qui concernent la vie de la ville, du pays et l'actualité internationale. Thì hồi đây nói chuyện về Israel với lại Palestine, thì hồi em còn rất là nhỏ, tức là cái thời mà ông Arafat ấy, là cha già của dân tộc Palestine đó còn sống đó, thì em luôn luôn là quý trọng ông Arafat, em luôn luôn bênh vực dân tộc Palestine, luôn luôn. Là có chiến tranh thế giới thứ ba hay không ấy mà. Tức là có hai vị tướng Trung Quốc nghiên cứu nhiều năm rồi, họ đưa ra một cái lý thuyết gọi là chiến tranh không giới hạn. Từ cái vi trùng đấy, vi khuẩn này, rồi thì là hóa học, rồi thì tấn công mạng, rồi gián điệp, rồi thì bất chấp tất cả những cái luật lệ từ trước đến nay về chiến tranh người ta đã nêu ra. Nhưng mà một xã hội Việt Nam muốn mạnh á, thì nó phải có ba cái điều kiện. Ba điều kiện. Thứ nhất là kinh tế thị trường. Một nhà nước pháp quyền. Thì bây giờ nhà nước mình để nói về pháp quyền thì còn nhiều cái chuyện không có pháp quyền mẹ hết. Vấn đề thứ ba là vấn đề xã hội dân sự. Thì xã hội dân sự là chưa đụng gì hết. Chủ nghĩa xã hội từ xưa đến nay tự hào là vì y tế giáo dục là ưu việt. Thì bây giờ y tế là khốn nạn, giáo dục thì bóc lột từ đứa bé con. Như vậy thì chủ nghĩa xã hội không linh hồn. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa tư bản, không xương sống, và chủ nghĩa xã hội không linh hồn. Đó là cái quái thai. Phải nói rõ ràng như thế, không thể nào khác được. Cho nên là nếu nói bây giờ bảo đất nước phát triển mà không có đất nước phát triển thì không có dân chủ không có phát triển đâu. Có phát triển được, đó chỉ là những cái lời hoa mỹ thôi. Tại cái hội thảo hè ở Singapore đó, là giáo sư Trần Nhân Thọ có một cái bài tham luận rất hay. Việt Nam coi chừng chưa giàu đã già. Em không có khe quốc gia hay cộng sản. Hiện nay nói với em đó. Khi nó phát triển lên thì nó phải có dân chủ. Chỉ còn nó chưa có phát triển thì rõ ràng cái dân chủ nó sẽ không đi theo. Thậm chí là đi gọi là một cái nhóm thanh niên gọi là đi nhặt rác ở bãi biển nó cũng không cho đâu, bởi vì cái nhóm nó không phải là đông người là nguy hiểm, không phải của tổ chức của nhà nước lãnh đạo là không được. Đấy các bạn phải nên nhớ cái điều đó. Và công an đã nhiều lần đến nhà tôi dọa là các bác đừng nghĩ là cỡ các bác mà không bị bắt. Tôi nói là nửa giờ thôi cháu, nửa giờ là cô có thể đi theo các cháu vào tù. Nhưng mà khi nó hù như thế mà mình tỏ ra cứng rắn nhưng mình nhẹ nhàng nhất, tôi chưa bao giờ nặng lời với các bạn hết, thì họ thấy không có tác dụng. Mình sợ là họ lấn tới, còn mình nói mình sẵn sàng quần áo đồ đạc để mình đi thôi. Và tôi cũng khẳng định rằng á, chết ở nhà bình thường quá nhưng mà chết ở tù là rất oai. Vous n'avez pas accepté de vous faire confisquer les valeurs que vous avez défendues quand vous aviez 20 ans et que vous avez continué à défendre. Alors merci de tout ce que vous avez dit. Merci. Après avoir été violemment délogé de la statue, j'ai été conduit dans un poste de soins tout près de là, et on m'a posé 10 points de suture au cuir chevelu. Ensuite, nous avons été interrogés pendant 4 ou 5 jours par les services de renseignement vietnamiens qui voulaient savoir si nous étions des agents français et si notre action visait à préparer le retour de Bao Dai, l'ancien empereur qui régnait sur le Vietnam du temps des Français, ou si nous n'étions pas des agents de la CIA qui voulaient affaiblir le régime pour pouvoir activer le retrait des troupes du Vietnam. C'était pas concevable pour eux que de jeunes Français comme ça puissent mettre un drapeau, risquer leur vie, simplement pour leurs valeurs ou pour des valeurs anti-guerre. Il fallait, dans leur état d'esprit, qu'on soit payé quelque part pour risquer ça. Voilà. Donc, alors bon, ça nous faisait quand même tendrement rigoler, quoi. C'est-à-dire qu'à l'interrogatoire, on a répondu de façon claire dans l'acte d'accusation, et il y avait ce qu'on avait répondu. Ce qu'on a répondu, c'est les seules forces qui représentent l'avenir du Vietnam, populaires
est progressiste dans le sens où elle demande l'indépendance du Vietnam, ce sont les forces du Front National de Libération au sud. Voilà. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'on a mis ce drapeau. C'est pas pour des raisons idéologiques. Bon. Donc quand ils ont compris ça, ou quand ils ont accepté nos explications, ça n'a pas traîné, ils nous ont mis dans la prison où étaient concentrés les prisonniers politiques de toute la région du Sud et même de Pulo Condor en transition. Hello. Hello. Chí Hòa nó không có cho vô đâu. Chi Hòa là nhà tù, À nó không có cho vô đâu. không có cho vô hả? Ồ. Nhưng mà quay chung quanh mà, Quay xung quanh nó cũng không cho quay đâu. không có hả? Nó không cho quay đâu. Tại sao? vì nó là của công an á. Thời đó là Chí Hòa này là án lớn không á. Án lớn. Án giết người với lại án mà trên 10 mấy 20 năm với án tử hình rồi. Mình không có đi vào, đi ở ngoài thôi, còn nghĩa là không có vấn đề. Đi ở ngoài là nó chỉ có cái bức tường thôi. Ở đây hả? Vậy ngưng ở đây đi. Khu vực cấm quay phim chụp hình. Thấy không? Biết rồi. Quay là nó bắt đó. Biết rồi. Effectivement, à peine sorti de voiture, le garde sort de sa guérite et fait signe de s'arrêter de filmer. Hồi xưa bác là tù nhân chính trị. Hồi xưa năm 70 ở chiến tranh, bác treo cờ giải phóng trước quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa. Vì bác bị tù 2 năm rưỡi ở chùa này, ở khám chùa, ở khu BC. Thì bây giờ thì bác muốn nhắc lại cái đó, có thể chụp một ảnh mà của cái này không được hả? Này là có bản cấm rồi. Có bản cấm rồi, cấm chụp hình. No selfie. Nhưng mà bác là một người đặc biệt. Thấy chưa? Chủ tịch nước Nguyễn Minh Thiết, chủ tịch nước đã trao quốc tịch cho bác. Rồi. Quốc tịch Việt Nam. Chú đợi tí nha. Đợi tí để hỏi liên hệ. Ok, cảm ơn. L'attente a été vaine. L'autorité pénitentiaire est restée aimable comme une porte de prison. Dans la prison, on a été, on va dire, adopté immédiatement par les prisonniers politiques qui ont pris contact avec nous, avec des petits billets, par des gardiens, bien qu'on soit au secret. Et ensuite, on a été intégré à la résistance de la prison, à savoir que on a fourni des informations qui venaient de la prison, allaient à l'extérieur, et qui venaient de l'extérieur et nourrissaient la lutte dans la prison. Par exemple, par un prisonnier américain, on a reçu des livres absolument interdits sur la vie de Ho Chi Minh, sur la stratégie de Vong Nguyen Giap, le général, sur beaucoup de ces livres servaient de formation, on va dire, aux étudiants et aux profs qui étaient emprisonnés avec nous, et qui les traduisaient en vietnamien et dont ils se servaient pour discuter. Voilà. On a eu une période au secret pendant des mois, puis on a eu le procès où on nous a sortis de la salle parce qu'on disait que les coupables, c'était ce régime de Saigon et pas nous. L'avocat désigné par le consulat voulait qu'on plaide coupable, ne connaissant pas la situation au Vietnam, en faisant une lettre où on demandait la clémence du régime. À ce moment-là, il nous disait qu'on aurait été expulsés immédiatement. Nous, on a refusé, on a fait appel. Et en appel, j'ai pris 3 ans de prison.
La mort faisait partie de l'environnement. On le côtoyait, hein. Et on avait des copains qui mouraient en cellule, hein. J'ai eu peur qu'ils mettent quelque chose dans le riz qu'ils nous donnaient ou dans la ration qu'ils nous donnaient. Bien sûr, bien sûr. Mais sans faire le héros de quoi que ce soit, on était dans cette lutte et il fallait aller au bout ou pas commencer du tout. Ne pas commencer du tout, mais une fois qu'on y était, on était comme les prisonniers vietnamiens. On était au même régime, presque au même régime, un peu privilégié quand même par rapport à eux. Mais il fallait tout partager, voilà. Parce que on était convaincus quand même que ça allait finir. On savait que la situation pourrissait pour ce régime et donc ça nous donnait encore plus de force, quoi. La survie d'un prisonnier politique est un combat permanent pour essayer de garder son intégrité physique, ses conditions d'hygiène, utiliser au mieux un régime alimentaire maigre et quelquefois malsain. Mais il doit surtout se garder de la dépression et du renoncement, tous deux mortifères. La seule arme contre ces deux dangers est la lutte pour vaincre l'isolement, pour accéder à l'information distillée de l'extérieur et de l'intérieur. En ce sens, je peux dire que le professeur Chan Hu Kwee, que j'ai vite appelé Papa Kwee, m'a été d'un grand secours. Dans ce monde de réclusion, de tabassage, de torture, la bibliothèque était mon rayon de soleil, ma respiration. Et son ange gardien, toujours en pyjama blanc, était Papa Kwee. Résistant convaincu, cet intellectuel à la haute stature inspirait respect et confiance. Grâce à sa discrétion et sa complicité, j'ai pu accéder à des revues, des magazines et journaux entrés dans la prison par je ne sais quel biais. Des trésors d'informations qui me permettaient de suivre la guerre dans son évolution sur le terrain militaire, politique et diplomatique. Je les ai collectés dans un grand cahier, semaine après semaine. C'est comme ça, en prison, que j'ai découvert la célèbre photo de la petite fille au napalm. Xin lỗi chào em. Dạ, em chào anh. Rồi, chúng tôi là người Pháp đã nghiên cứu về một vụ đã xảy ra hồi chiến tranh hồi xưa, năm 72, của một em bé ở thị xã này bị napalm. Napalm đó. Đúng rồi, ngay chỗ này. Mình đang tìm chỗ hồi xưa đã xảy ra. Dạ. Thì ai biết cái đó? Anh muốn tìm cái vị trí đó để quay bây giờ qua bên như thế nào? Ngay trước đây xuống đây khoảng chừng 200 mét. 200 mét? Dạ. Rồi, có đó hả? Có, anh đi em dẫn đi cũng được. Ồ, cảm ơn nhiều, dạ. Cảm ơn nhiều. Em giới thiệu ở mấy bạn làm ở địa phương. Em bé tên là Phạm Thị Kim Phúc. Chỗ này so với hồi xưa nó cũng không thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều á? Làm cái đường này á? Thì cái đường này là đường. Phải. Thấy đó. Từ hồi xưa giờ là nó còn được cây đó với lại cái chùa bên đó thôi. Cái chùa của họ đạo Câu Đài á. Xin chào. Xin chào. Đây là nạn nhân của bom bạn nào đó. Lúc đó hả? Ra ngoài kia có tấm ảnh. Rồi. Đây là Kim Phúc ở đây. Này mình à. Mình hả? Ruột, em ruột mà chết rồi. Lúc đó thì bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Nhớ rõ cái vụ này hả? Bị thương không? Có bị thương không? Có bị. Ông đó bị sơ sát mà trị hết rồi. Thì thế đấy. Nhưng mà Kim Phúc thì vẫn còn nặng lắm. Nặng quá. Ở lại đánh đi ta đi bị
bà già bà đi hết rồi mới theo dì ba ở chung đó, bà đi hết rồi còn có gia đình này 2 gia đình ở lại thôi mới bị dướng lại, không đi được, nó bán cư hết rồi mới vô chùa này ở đó. Vậy thành ra kéo dài mấy ngày? Dạ kéo dài mấy ngày, 10 ngày á, rồi mới đầu mới đánh nhau. Dạ, rồi cái kia đoàn 25 á, nó kêu mình ở trong thất nè, mình chạy ra đừng nên ở trong này, giờ quỷ quại đến thất này, mới chạy ra trọn đường thì bắt đầu mới thấy cái con dư đình thả bom, quạt hồn chạy táo dưới trên thị dưới, mới chạy ra nên thả bom xuống rồi dẫn em chạy. Còn cái thằng này em chết cũng chết rồi. Chết hả? Chết rồi, đây cũng chết 2 người. 2 người hả? Này em cũng Phúc, này em của mình. Của mình hả? 2 người chết. 2 người chết hả? Chết vì gì vậy? Chết ra về, đi rồi về mới bị bệnh. Biết, nhưng mà bây giờ Hòa Bình thấy thế nào? Hòa Bình bây giờ thì có thấy đẹp không? đẹp, đúng như vậy. Thì con nhỏ thì biết là hai bên là giặc giả mà, bên nào cũng đánh nhau. Hồi đó thì hỗn lộn mình đâu có nói được, tại vì giờ mình còn sống sót lại thì mình thấy mình con người cũng được qua cái cơn đó rồi. Thành ra bây giờ thôi kệ ai cũng có số này, thì giờ cái đi trước người đi sau. Bây giờ con buồn đó. Ở vậy giờ là chụp lại để làm cái niệm. Cái niệm không nhỏ. Nhỏ. Quelques mois avant l'épisode du drapeau, lorsque j'enseignais encore à l'école primaire Blaise Pascal de Danan, sur ma Suzuki, je profitais des vacances scolaires pour m'éloigner de la faune des expatriés, racistes, trafiquants et collectionneurs de prostituées. J'ai vu des villages rasés, des corps mutilés par les militaires et exposés sur la route pour terroriser les villageois. Les arbres défoliés, des hectares et des hectares rasés au bulldozer pour empêcher l'ennemi de se cacher. Un spectacle de désolation et de peur. Le conseiller culturel français a fini par être informé qu'un jeune Français imprudent traînait dans des zones dangereuses et j'ai été muté à Saigon. Mais j'ai poursuivi mes expéditions vers les hauts plateaux du centre Vietnam et j'ai continué à tout noter dans mon petit carnet noir. Ce 12 juin 1970, je venais d'être contrôlé par 2 jeunes résistants AK-47 à la main. Nuit rue Tom Tat Thuy à l'hôtel Huong Yang, départ pour Giang Nghia à 2h15. Photo de la piste au grand angle à 25 km de Duc Lap. Déjà rencontré 2 camions en bouillie. Vu petit drapeau sur la colline, il n'était pas jaune et rouge. Impossible de retrouver la colline au drapeau. Personne n'est capable de me renseigner au poste de police de Giang Nghia, où la caméra n'est pas la bienvenue. Un habitant du coin à qui j'ai demandé mon chemin insiste pour me guider. Nous arrivons à un poste de garde, mais l'accueil est tendu, mitraillette au poing. Ce n'est toujours pas le lieu que je cherche. Au moment de repartir, l'officier repère le téléphone qui filme discrètement. Il réquisitionne l'appareil pour effacer les images. Mais il ne pense pas à regarder dans la corbeille où elles sont conservées. Ne trouvant rien de compromettant, il nous laisse partir. C'est finalement le prêtre de Giang Nghia qui sollicite un paroissien pour nous guider vers la colline 722.
Le haut de cette colline était une base stratégique occupée à ce moment-là par un bataillon de Rangers de Saigon. Elle était censée verrouiller le passage des troupes ennemies venant du nord et du Cambodge voisin pour les empêcher d'avancer sur les hauts plateaux et Saigon. Les 2 années qui avaient précédé mon passage, la base avait été attaquée, occupée, puis reprise 2 fois au prix de très nombreuses pertes des 2 côtés. Ở đây những liệt sĩ hả? Liệt sĩ đấy, liệt sĩ nhưng mà bây giờ không có xác ở đây. Không có xác ở đây. Bây giờ trên này tỉa xuống, bộ đội chết bên dưới hết. Cho nên bây giờ là còn bao nhiêu người bây liệt giờ sĩ? là hiện nay là 154. 154. Còn thiếu 29 người nữa, 29 người có danh sách rồi mà lại chưa quy tập về được đấy, tại vì chưa có danh sách ký này. Vừa rồi cấp tỉnh lên để kiểm tra để làm lại cái bảng này đó, cho rộng ra đó. Rộng hả? Cái này là liệt sĩ có nghĩa là phía kháng chiến, phía kháng chiến, phía giải phóng ở đây, nhưng mà phía Việt Nam Cộng Hòa chưa biết. Việt Nam Cộng Hòa tức là bên Mỹ Ngụy đó hả? Nhưng mà không có danh sách hả? Danh sách không có. Tức là đấy chỉ có ở đây chỉ còn đấy những người anh nhân là người cộng sản thôi. Bên cộng sản. Nhưng mà người của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh rất nhiều nhưng mà không có danh sách. Không có hả? Tại vì nó trọng công á, đó là gọi là trọng công á. Như vậy cái người thua cuộc mà. Người thua cuộc mà. Thua cuộc á. Như vậy bị xóa rồi bỏ luôn hả? Tại vì cái đó là kẻ thù. Mặc dù là con của Việt Nam, cũng là người Việt Nam, nhưng mà hai người đối đầu nhau. Cho nên nhưng mà bây giờ hết chiến tranh rồi, 50 năm rồi. Bây giờ là hết chiến tranh rồi thì là không có cái danh sách liệt sĩ này nữa, hiểu chưa? Mà bây giờ chỉ có rèn luyện bộ đội là cộng sản, chỉ có rèn luyện và là thực hiện theo di chúc của Bác Hồ thôi. Rồi. Như thế thôi. Như vậy cái đó là một cái quà hữu nghị mà em đã tặng cho mình. Đúng rồi, chính xác. Ok, cảm ơn nhiều. À Bien Hoa, la pêche est encore aujourd'hui interdite dans les fleuves et les lacs environnants en raison de leur contamination par des produits chimiques cancérogènes massivement employés par l'armée américaine. Certaines zones, comme à Danang, ont été décontaminées, mais on est encore très loin de l'assainissement complet et surtout de l'indemnisation par les firmes criminelles et l'État américain de centaines de milliers de familles civiles qui payent encore de leur souffrance 4 générations après la fin de la guerre. Cuộc chiến tranh đó đã chấm dứt vào tháng 4 năm 1975, nhưng cũng như ông Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã nói, nếu ngày 30 tháng 4 năm 1975 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Trong triệu người buồn đó chắc chắn là có các anh và gia đình của các anh là những người phải mất con, mất chồng, mất cha. Cuộc chiến tranh tương tàn đó đã chấm dứt, nhưng hòa bình trong lòng của tất cả chúng ta có thật sự đến hay chưa? Xin các anh phù độ cho đất nước. Après ce petit recueillement sur l'autel des 2 CI, nom donné par les Saïgonais à leurs soldats tombés au combat, je me rends seul et pour la première fois au grand cimetière situé à quelques centaines de mètres de là, où reposent près de 16 000 soldats et officiers de la République du Sud-Vietnam. J'ai bien vu le gardien derrière sa table, mais je n'ai pas besoin de lui pour faire la visite. No, không cần. Tại sao? Vô đây là phải có số thông tin. Để tham quan Nghĩa Trang thì phải có passport ở đây hả? Dạ. Ở Việt Nam bây giờ hả? Dạ. Việt Nam dân chủ á? Tình ở đây. Không được. Không có passport. Dạ, không có passport là không vô được.
Tại sao? Dạ không, tên là Quy. Tên là Quy. Tôi không có passport. Thưa không có, thế giờ con nói với chú vậy nè. Thì mình vô đây á, là cũng phải có trình một cái giấy tờ gì đó ra đây. Tại sao? Để cho ghi lại cái thông tin ở đây là biết cái ngày đó chú vô đây. Mà cái đó là vô lý. Dạ không có vô lý, tại vì ở đây cũng có. Và không có đạo lý nữa. Dạ thưa, nó đã có cái quy định như vậy rồi thì chú thông cảm cho con. Không thể tưởng tượng rồi. Une autre, les gens qui viennent visiter, ils veulent ma carte d'identité pour entrer dans le cimetière. Ça veut dire que c'est une menace indirecte à ceux qui viennent visiter. Alors j'ai dit appeler les flics, c'est 113 le numéro. Il semble bien que les centaines de milliers de militaires de la République du Sud-Vietnam emportés par la guerre ne comptent pas officiellement. Ils sont disséminés, évaporés, cachés on ne sait où, comme une honte éternelle. Sont-ils si dangereux pour les autorités? Que dire de la victoire du vainqueur qui traite ainsi les morts du vaincu dans un pays comme le Vietnam où le monde des morts est quelquefois plus respecté que celui des vivants? Peut-on dire que la guerre est terminée quand la haine et la défiance perdurent ainsi, officiellement entretenues? Elles sont bien loin la réconciliation et l'harmonie nationale stipulées dans les accords de Paris. Finalement, le jeune responsable du cimetière vient à ma rencontre dans un souci d'apaisement et nous brûlons ensemble des baguettes d'encens. On va voir la tombe d'un de ceux que j'ai rencontrés à Chihuahua. Il faisait partie de ceux que l'administration pénitentiaire appelait les têtus, les obstinés. Alors, attends, je ne sais plus là. La zone M30, peut-être c'est cette allée. Lui, il a été redéporté à Pulo-Condor et pendant le trajet en bateau, il a sauté du bateau et puis il a été in extremis repêché par un pêcheur qui avait une petite cabane sur pilotis dans l'eau. De là, le réseau de résistance l'a amené au Cambodge. Du Cambodge, il est revenu au Vietnam et finalement, il a été enseveli sous les bombes à Cu Chi. Il était dans la tranchée à 3 mètres du sol, donc les bombes des B-52 en fin de guerre allaient au-delà. C'était énorme. Et donc il a été enseveli, ses camarades n'ont pas pu le sauver. Il a été enterré vivant, quoi. En novembre 72, c'est-à-dire quelques mois avant la signature de l'accord de Paris. Nguyen Van Quoy, c'est lui qui m'avait donné mon nom vietnamien en prison en 1971 au moment du Tet où on était autorisé exceptionnellement à se rencontrer. Ho Cung Quet, c'est le nom de Ho Chi Minh, Ho. Et puis après c'est Cung Quet. Cung Quet, ça veut dire fortement déterminé. Ho, le fortement déterminé. Voilà. Parce que nous avions déjà des combats à notre actif dans la prison. Oh, combien de dizaines de milliers comme ça sont morts? Tous ne sont pas dans ce cimetière, qui est déjà immense, mais quand même beaucoup. Beaucoup ont été identifiés, mais on a fait toute une zone où c'était des inconnus. Lorsque j'ai annoncé à l'ex-président de la République, M. Nguyen Minh Thier, mon intention d'aller à la recherche de mon passé dans le tumulte de l'histoire, il m'a demandé si je souhaitais son aide. L'aubaine était belle, maintenant qu'il n'était plus en fonction, pour lui demander de parler de sa vie de combattant dans les maquis du Sud, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Dans le Vietnam contemporain, c'est un des rares hauts dirigeants politiques à avoir réellement combattu sur le terrain. Comme mon périple passait par Cu Chi et Loc Ninh, lieux près desquels j'avais roulé à l'époque et où il avait combattu, il se proposa de m'y amener
et de me présenter quelques-uns de ses compagnons de lutte du temps où il s'appelait Southorn. Mỹ đã gây bao nhiêu nở máu, du kích Củ Chi quyết không quên mối thù thù. Xếp dòng dây ta để giữ lấy đó hết mấy năm, xếp dần đây ta diệt Mỹ đến cùng. Củ Chi, des centaines de kilomètres de tunnels souterrains creusés par la résistance aux portes de Saigon et où l'armée du Sud n'osait pas s'aventurer. Ce gigantesque complexe de galeries à plusieurs niveaux reliait villages, districts et provinces. Certaines communiquant même avec la rivière de Saigon. Commencé du temps des Français et sans cesse perfectionné par les habitants combattants, les tunnels reflètent tout le génie, le courage et la détermination des résistants. À son arrivée en 1964, le général Westmoreland en fit la cible prioritaire et permanente de sa tactique Search and Destroy, rechercher et détruire. Les bases de B-52 se succédèrent sur ce triangle de fer. Chaque bombardement déversait un déluge de feu sur une zone d'1,5 km. Puis c'étaient les hélicoptères, avec les troupes aéroportées, les chars, les véhicules blindés. Tout a été imaginé pour le grand nettoyage. Les tunnels ont été inondés, gazés, électrifiés, minés, empoisonnés. On y envoyait de petits combattants miniatures, surnommés les rats des tunnels, pour de terribles affrontements souterrains. C'étaient souvent des Philippins importés avec la promesse de naturalisation américaine. En vain. La résistance, toujours mobile, renouvelée, insaisissable, volatile, n'a jamais tari. Jusque dans les derniers instants de la campagne Ho Chi Minh qui a vu tomber Saigon. Tôi là không phải là du kích Củ Chi. Tôi là một sinh viên tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn, học sinh Sài Gòn. Tôi bị bắt. Sau đó tôi vượt thoát ra được và tôi cũng tham gia vào cái số anh em đó. Ngoài một số giờ mình có việc khác thì mình rảnh mình tham gia đào địa đạo. Tôi đào địa đạo như thế cả năm ở đây đó. Thì có người hỏi đó, làm sao giữ bí mật? Địa đạo nó dài hàng bao nhiêu cây số, cho nên không thể nào giữ bí mật được đâu. Cứ đào hai cái lỗ xuống, thấy không? Rồi mình gạch ngang qua đây cái mình nối lại. Cái hai miệng này mình lấp mất. Hai miệng này mình lấp mất. Rồi mình đào cái khác nối lại. Mấy cái miệng đó mình lấp. Lâu lâu mình chừa một cái miệng thôi. Mà cái đó anh du kích, anh lãnh đạo á, anh mới biết chừa cái miệng nào. Chứ ngay mình đào á, mình cũng không biết bây giờ miệng ở đâu nữa. Cho nên không thể nào giữ bí mật được, nhưng mà rất là bí mật. Đất đai cứ vùng vãi ra, địch nó đến đây nó thấy, nó biết địa đạo ở vùng này nhưng mà nó không biết nằm ở đâu, cái miệng ở đâu. Cho nên cái địa đạo này á, là một cái sáng kiến mà cực kỳ là thông minh. Và nó có vai trò đó là để đánh du kích, không đánh chính quy được đâu. Mình lâu lâu mình xuất hiện lên là mình bắn tỉa rồi mình lại rút đi. Rút mình có thể rút địa đạo dài đi đến chỗ khác mình trồi lên là mình bắn tỉa. Cho nên nó không thấy Việt Cộng mà Việt Cộng ở đâu cũng có hết. Nhưng mà địch nó hoang mang, nó sợ. Nó không biết là du kích ở đâu. Cho nên là cái thế của mình đánh địch rất là vững chắc. Dạ xin báo cáo là tôi đừng báo cáo thầy không có chính thức. Công tác về chiến đấu và bám trên chiến trường Củ Chi là từ năm 75, từ 65 đến 75. Cũng theo các anh du kích là đánh chống càng, đánh biệt kích, đánh xe tăng. Thì tôi được là dũng sĩ Việt Mỹ, được là dũng sĩ xe tăng.
Sau đó là tôi bị bắt nhiều lần, tôi bị cụt tay. Cụt tay hả? Ai Mỹ Do nơi là chỗ điều tra đánh tôi. Đó nè. Rồi bị bể xương. Bị. Thế xong rồi quá trình tôi về thì tôi bị ngoại tử rồi đi cắt. Thì bản thân tôi là nếu đúng ra là thương binh là đưa về phía sau. Nhưng là tôi cũng là muốn là trực tiếp cầm súng để chiến đấu. Thì qua cái nguyện vọng thì cũng được là tổ chức phân công đi chiến đấu ngoài mặt trận. Tôi là làm đội trưởng một cái đội là 12 chị nữa là cùng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là trực tiếp cầm súng chiến đấu. Khi tôi cụt tay rồi á thì còn cái tay còn lại này á là tôi đánh rất nhiều trận. Đánh rất nhiều trận mà có trận á là tôi trực tiếp cầm súng ám sát. Là chúng tôi là nữ mà là nữ thì thật ra ai cũng muốn là sống với một cuộc sống là ấm êm, hạnh phúc bên chồng con. Đúng. Không ai muốn chiến tranh hết. Chính xác. Chiến tranh là việc bắt buộc. Mà bắt buộc chúng tôi cầm vũ khí là coi như cũng vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc. Kẻ thù buộc chúng ta cầm súng. Đúng. Mỹ nó bắt đầu nó vô lần đầu tiên ở trại Nhân Đức tôi á là ngày 16 tháng Giêng năm 66. Thì lúc bấy giờ thấy xe tăng không à, thì tôi mới về tôi lấy một khối thuốc, tôi mới để một trái bom bi chính giữa. Thì bây giờ nghiên cứu làm sao mà chiếc xe tăng chiều ngang nó qua khoảng 3,5 thước 4 thước mà nó cứ đụng chỗ nào cũng nổ. Thì được tuyên dương anh hùng vào năm 1967. Có nghĩa là người ta nói chiến tranh đã hết rồi. Nhưng mà vẫn còn ở trong cái đào, trong cái lom của mình. Thật ra chiến tranh thì bây giờ không còn. Nhưng mà trong cái giấc mơ, trong giấc ngủ thì mình cứ thấy là mình chạy, rồi mình nổ súng, rồi mình bí đường, mình không có đường chạy, rồi mình thấy mình chung hầm, rồi mình thấy mình bị bắt, rồi thấy những cái trận đó nói thật với các đồng chí, sáng ra là trong ngày đó không bằng gì được hết. Theo ý kiến của lãnh đạo của nhà nước chỉ khép lại thôi, khép lại quá khứ để mình làm ăn bây giờ thôi, chứ còn nói không thể nào quên được. Chiều gái nó đau khổ dữ lắm. Mình sống ở đây mình cũng rất cảm ơn những đồng chí đã hy sinh cho mình, mà mình sống đây còn là danh dự dữ lắm. Bản thân tôi chiến đấu trực tiếp dữ lắm, đánh biết bao nhiêu trận đánh mà chết biết bao nhiêu người, kể cả Mỹ, kể cả Ngụy, kể cả đồng chí của tôi nữa. Đồng chí tôi ngay đứng kế bên, chết nữa thì làm sao mà nói quên được thì không quên. Đó là tôi nói như đồng chí thủ trưởng tôi nói. Quá hay. Hồi năm 80 thì có thằng Mỹ, không biết anh Sáu có nhớ cái thằng Mỹ, nó là cựu chiến binh, nó trung tá, nó qua nó tìm hiểu xem coi là làm sao mà người Việt Nam thắng được Mỹ. Thì tôi trình bày hết cho nó nghe. Thì nó nói một câu thế này, nó nói á, là người Mỹ mà thua một ông nông dân. Je poursuis ma route sur le trajet de mon petit carnet noir, carnet de route d'il y a 50 ans. Giangé, Bonne-Metois, Kontum, Pleiku, Khéchan, cette zone des hauts plateaux qu'historiens et géographes appelaient le toit de l'Indochine. Car qui le contrôlait avait la main sur l'ensemble de cette région âprement disputée, car elle permettait le ravitaillement de la résistance au sud et le passage des troupes venant du nord pour atteindre les plaines vers Saigon par les nombreuses pistes Ho Chi Minh. Elles étaient des points stratégiques qu'il fallait absolument verrouiller pour les unités de combat américaines et sud-vietnamiennes les plus aguerries. D'un côté comme de l'autre, les peuples autochtones, les minorités ethniques ont énormément contribué à ces combats, volontairement ou par contrainte.
Noup était le chef d'un village de la minorité Aidé. Il a conduit ses co-villageois à harceler et dérouter des colonnes blindées du corps expéditionnaire français avec leurs seules arbalètes et pièges de chasse. Il fut décoré par Ho Chi Minh. Je vais visiter la maison souvenir qui lui est consacrée, à 70 km de Kontum. Les peuples autochtones ont permis à la résistance de gagner la guerre. Le poète Nguyen Ngoc, qui connaît bien cette région pour y avoir combattu Français et Américains, leur a consacré un livre célèbre dans tout le Vietnam. Nguyen Ngoc me parle d'une période d'embellie aussi brève que paradoxale pour ce peuple aidé de Daglak sous le colonialisme français à la fin des années 20. Có một cái ông công sứ ở Đắk Lắk tên là Sabatier. Sabatier. Ông công sứ đó thì ông yêu quý cái nền văn hóa, người ED và cái nền văn hóa ED. Ông thấy nó hay quá. Cho nên là ông mới có một cái chủ trương thế này. Ông không cho bất cứ người nào, tất cả những cái người bên ngoài không được vào Đắk Lắk. Người Việt không được lên, người Hoa không được lên, người Pháp cũng không được lên. Và họ có những cái họ gọi là droit coutumier, tức là droit coutumier, tức là thế này, những cái coutume mà nhưng mà nó được cái cộng đồng đó coi như là luật và họ tuân theo như là luật. Nó còn toàn diện hơn cái luật pháp. Và ông này, ông tổ chức ông cai trị cái tỉnh Đắk Lắk bằng một cái tòa án luật tục. Nhưng mà sau đó thì toàn quyền Caspier đuổi ông về nước. Là vì thế này, mấy cái anh Pháp, mấy cái anh cô Long Pháp anh phản đối. Les forêts, dévastées au napalm et aux herbicides, le terrible agent orange, ont à peine repoussé que le bois a été coupé pour être vendu à l'étranger, souvent à la Chine, par des cadres corrompus du nouveau régime. La jungle a reculé vers le Cambodge, et avec elle, les villages, cœurs vivants de ces cultures minoritaires uniques au monde. Depuis 1975, le régime de Hanoï a incité à une colonisation de type nouveau, poussant les populations pauvres des zones côtières à très forte densité à venir occuper ces terres pour l'exploitation du thé et du café dans un défrichement sauvage. Les terres des autochtones sont souvent confisquées par des cadres locaux, de connivence avec les sociétés mafieuses qui exercent des violences extrêmes sur les familles et les populations. Ceux-ci ne représentent plus aujourd'hui que 30% des habitants dans leur région d'origine. Après quelques mois au cachot, dans la prison de Chihua, j'ai commencé une grève de la faim et j'ai rapidement été transféré à l'hôpital psychiatrique de Bien Hoa, à une trentaine de kilomètres de là. J'aurais pu y croiser Daniel Tiutitan, qui y a fait un long séjour et qui a fini par en sortir peu de temps avant mon arrivée, grâce à un soutien inattendu. Ils m'ont emmené sur un brancard. Ah, oui. C'était le 16e jour de grève de la faim. Ah. Et donc ils voulaient nous casser cette grève de la faim en nous amenant ici. Et c'était une cellule, alors je me souviens de cette cellule, elle était pleine de virgules de caca, tu sais, sur les murs comme ça. Là. Oh, c'était...
Là, ils ont presque réussi à nous déprimer, quoi. Si on n'avait pas été si en colère, si déterminés, bon, on pouvait jouer le jeu et dire bon, mais ça va, on lâche prise. Mais le docteur, c'est là que le docteur nous a beaucoup aidés. Et là, aujourd'hui, tous les deux, on va aller au tombeau du docteur To Young Hip. À cette année-là, il a été directeur de cet hôpital. Oui. Mais moi, il a écrit un document bien mentionné, secret, au ministre de la Santé. Et dans ce document-là, il a bien dit que voilà, Chiu Chi-teng a été en seconde au lycée Marie Curie. Elle a été arrêtée à 15 ans. Je l'ai lu, ça. Oui, elle a été déportée une première fois. Excuse-moi, il dit « Je suis étonné, je suis surpris qu'on arrête les gens à cet âge-là ». Voilà. Il dit même ça dans le document, hein, je l'ai lu. Ses dernières lignes, c'était de dire que Teng est toujours en état de maladie. Mais vous l'avez ramenée à la prison pour la déporter une deuxième fois au bagne de Pulo Condor. Et cela n'est pas acceptable et c'est honteux de votre part de ne pas pu faire revenir une jeune fille comme ça à vos causes. Hein? Pendant 4 ans, vous n'avez pas pu faire cela parce que j'avais 15 ans à mon arrestation et à cette époque où j'étais là, à cet hôpital, j'avais 19 ans. Donc elle a bien compté que c'est 4 ans en prison. Voilà. C'était là où se trouvait le camp numéro 13, réservé que pour les prisonnières malades. On était au rez-de-chaussée et les hommes étaient en haut. Et toi, tu venais de Tân Hiệp. Et là, je venais de la prison de Tân Hiệp jusqu'ici. Mais je ne sais pas où tu as été, toi, quand tu as été amené à cet hôpital psychiatrique. Est-ce que tu as été ici, dans ce camp, ou ailleurs? Je pense que je n'ai pas été ici. Il y avait un rez-de-chaussée que nous avons vu à l'entrée, avec une cour circulaire. Et nos cellules étaient dans cette cour, au rez-de-chaussée, des petites cellules de confinement. Hein. Et de temps en temps, enfin, une fois par jour, nous avions le droit de sortir et on était avec les malades mentaux, qui étaient très gentils avec nous d'ailleurs. Hein. Et parmi ces fous, combien il y en avait qui avaient été victimes de répression ou de bombardements, sous des bombardements, qui devenaient fous de terreur ou de douleur en perdant les leurs, quoi. Combien? Donc la guerre était là aussi parmi eux, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Dạ. Hiệp, docteur Hiệp. C'était bien Hiệp, hein? Parce que tu l'as rencontré, tu l'as eu. Il est décédé à 38 ans. 38 ans. En 1973. Oui. Après que tu sois sorti. Après moi, oui. Après que tu sois sorti. Oui, bien sûr, puisque moi je suis resté seulement 5 jours ici. Oui. Et c'est lui qui m'a fait sortir en disant que j'étais sain d'esprit, il n'y avait pas de raison qu'on me maintienne ici dans un cachot. Non, c'est lui. Merci, docteur. Thank you for you that know very good for my country history. But that time is unlucky for my country history, right? What time? Before 1954 to 1997 and to 97. Yes. Right? My country is unlucky because of war in the country. Right? The country without the war is a happy country. Yes. All right? Happy? Happy country? Completely happy? Yeah. Completely? Yeah. You have no friends in jail?
because of their political opinion. You don't have? I have. Really? I have Vietnamese friends. Do you know Mr. Phan Chi Dũng? Phan Chi Dũng 15 năm tù bởi vì đã dám nói chống Trung Quốc về Hoàng Sa, dám nói thì bị bắt. Careful about that. Very dangerous. Very dangerous. So it is not completely happy country, right? Thank you, agree? man. You agree? Yeah. You agree with me? Yeah, exactly. This is the reason why I say with you, I'm so thank you. But you will one day, maybe not you, but your son, Exactly. Your daughter will. There will be a happy country, completely happy. You know that I have a take the boat over the sea. I live in Hong Kong 7 years. You know why? My father is a captain before. The South government. Việt Nam Cộng hòa. Exactly. Rồi. Sức khỏe. Bye bye. Bye bye. Bằng vào kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái người nhân vật của người nước ngoài. Là những nhà văn, là những nhà báo, là những người nổi tiếng thì cũng đã gắn bó với Việt Nam, đặc biệt trong cái thời kỳ chiến tranh. Nhưng mà sau này do nhận thức của họ, do thực tế diễn biến của Việt Nam, họ đã không tán thành. Và họ đó có một cái thái độ khác, tức là không quý hóa Việt Nam và không ủng hộ Việt Nam. Nó kể ra những cái tên tuổi lớn ấy thì khá nhiều. Ở trong đó có những người mà tôi cũng rất là quen biết và kính trọng. Nhưng mà nhân đây thì vì cái lý do đó mà tôi muốn nói rằng anh có một cái tình yêu, một cái sức mạnh bền bỉ với Việt Nam. Tôi xin nói thật với anh là nhiều những cái điều không phải, nhiều những cái điều mà nó trái khuấy nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình bởi cường quyền, bởi những cái áp đặt này khác thì chính người Việt Nam chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc và cảm thấy khó chịu. Nhưng anh là cái người bền bỉ và anh vượt qua được tất cả những cái sai trái ấy để anh vẫn giữ được một cái tình yêu trọn vẹn đối với đất nước này và đối với dân tộc này. Tôi vừa đọc cái bài của anh viết ở trên mạng về cái việc mà anh ra Hà Nội rồi anh mang quà anh đến thăm gia đình của cụ Lê Đình Kình như thế nào. Tôi chảy nước mắt. Cái gì ở dưới kia chỗ gốc cây đó ha. Au Vietnam, la constitution établie sous l'égide du Parti communiste confère le rôle dirigeant de l'État et de la société à ce seul Parti communiste. C'est donc lui qui administre les terres à sa guise, qui en accorde ou en reprend l'usage selon sa loi. Malgré des tentatives de dialogue pendant 5 ans, la colère explose quand la police, l'armée, les autorités du parti lancent leur offensive pour réquisitionner 59 hectares de terres agricoles du village de Dom Tam au profit du groupe Viet Tel appartenant à l'armée. Monsieur Lê Đình Kình, 90 ans, dont 55 de parti, sérieusement blessé au cours de l'agression, raconte. Tôi là bị công an Hà Nội đánh tôi, bây giờ là trở thành tàn phế. Hiện nay trong đùi tới đây là tức là cái vỡ, tức là cái xương chậu, vỡ cái củ quay, và cái xương ống đùi này tức là dạn thành 3 mảnh. Depuis la première interview des villageois de Dom Tam et du patriarche Lê Đình Kình, un pas dramatique et irréversible a été franchi par le pouvoir. Le 9 janvier 2020, à 3 h du matin, 3000 policiers de combat donnent l'assaut au village de Dom Tam, situé à plusieurs centaines de mètres des terres convoitées, qu'ils pouvaient facilement occuper sans dégâts. La maison de la famille Lê Đình Kình est la cible principale.
2 giờ sáng là về đến đây. 9.000 quân chỉ 3.000 là về đây. 3.000 hả? Vâng, 3.000 về đây, còn 5.000 là xây luôn ban đêm cái hôm đấy ở trên Đồng Sinh. Xong nó vào thì con chạy vào con bảo là ôi nó vào kéo mà nó bắn chết. Ông bảo không sợ đâu, Đảng không bao giờ làm thế. Đấy, ông lại cứ bảo Đảng không bao giờ người ta làm thế đâu. Bà không biết chỉ luật, nó có luật ra bảo ôi dồi ôi, đến lúc này ông còn nghĩ đến luật thì còn luật làm cái gì. Ông bảo luật thì nằm trong tay. Xong ông bảo là luật không bà cứ yên tâm, không sợ đâu. Như thế là xong, bắt đầu con chạy vào trong buồng này, vào thì bắt đầu nó xô vào là nó nằm nữa, con nó kéo ra, xong bắt đầu nó cho cái băng dính nữa cuốn chết lại, nó cuốn chéo lên đây. Xong bắt đầu nó lôi ra một cái là bắt đầu vào trong là nó bắn luôn ông ở trong đấy. Từ bên kia bắn này, từ trong này ra, từ dưới này lên, coi như bắn kín trâu vào đây tất. Nhưng mà ở trong này là coi như là cái quả nổ ở đấy, và bây giờ là về đấy, coi như ở trong này coi như là hót ra bao nhiêu hót ra. Mà cái nhà này là kính, ở nhà tất mà, ở trong nhà tất mà. Vâng. Để xem. Đấy, lúc đấy là ở nhà hết. Ở nhà tất. Lúc đấy là ông ở trong phòng. Đây này, con thì ở bên này, đây, viên đạn vẫn còn nằm trong này. Đây, viên đạn vẫn nằm đây. Đấy. Đấy. Còn nhiều viên lắm ở trên kia. Đây, ông nằm ở đây. Đây này, cắt tích cái cửa trước này là đập hết này, phá, mở lại làm lại đây. Phá cái này á? Đấy, đây. Cái này là đạn hả? Đây, quả cái thùng tôn này là cũng để đựng quần áo chỗ này, bắn cái thùng đựng gạo, bắn thùng hết. Đây là còn đấy, ông đây, máu này là té lên đây này, máu hết ở trên phản, ông nằm cái phản này mà. Đấy, nằm cái phản này. Ngủ ở đây hả? Vâng, nằm ngủ ở trong này. Thì đây này là mới đập tất cả các cái kính này. Thì có một viên đạn lại nằm ở chỗ này, thì luật sư người ta về ta cắt. Luật sư cắt cái viên đạn. Đấy, kìa, nó bắn đây. Đây này, người ta bắn ở trên nó bắn đây này, nó bắn viên đạn trước vào đây tất này. Cái này là trước là nó là bờ rô, xong nó đánh sập tất. Đấy, còn ít thì là con nhặt được đấy. Đây là nhặt ít thì còn người ta dọn, người ta vứt đi hết đấy chứ có phải là. Ça c'est les grenades NNV. Mais tout ça, il y a marqué Bokoman, ça veut dire ministère de la police. C'est la guerre. Il y a la Chinchan. Như vậy thì một ông già như vậy vô hại thì bán như con chó mà dã man hơn. Ý là như thế, ý là nó muốn tiêu diệt đấy. Thì xong rồi ông ấy bảo là dù nó lấy hết giấy tờ nhưng mà tôi vẫn nói được. Nhưng mà nó lấy giấy tờ, nó lấy hồ sơ. Lấy hết luôn. Lấy hết hả? Sổ đỏ nhà con lấy mà đến lúc hỏi nó còn bảo là mai kia là giả, nhưng đến bây giờ nó bảo không có. Cái sổ cái nhà này. Đấy. Mang hết cái đi cái ngày mà con có trong két có 14 triệu để đẻ thằng cu ấy. Nó mang cái két của nhà con đi, xong rồi đến lúc nó lấy tiền xong là nó bảo là nó trả lại két. Thì bảo là con không lấy nữa. Nó bắn những cái nốt này đây để xiên này. Hả? Bắn để thủng để xiên hết này. Kìa, bác ơi, nó ở bên kia, nó ở các cái nhà này nó bò như là kiểu chuột ở trên đấy. C'était la maison du fils aîné, comme. Et là c'est la maison de Tuc, le fils cadet, c'est son mari qui était là. Viên đạn đây mấy em không lấy được ra đây này. Les deux fils ont été condamnés à mort. Tất cả các nơi nhưng không biết, không ai nghĩ đâu là như thế. Đấy. Rồi các bà già là có bà gần 100 tuổi bà vẫn tinh lắm, bà bảo tôi sống mấy chế độ mà tôi khê cả Pháp cả Mỹ mà tôi không thấy thế này bao giờ. Nhà tôi cứ bảo tôi không thấy thế này. Lorsque j'ai roulé à la suite de la voiture de l'ancien président de la République du Vietnam, M. Nguyen Minh Thiep, gyrophare allumé, motard ouvrant la route, ou quand j'ai trinqué avec les cadres locaux qui m'ont accueilli solennellement tout en n'ignorant pas ce que j'écris contre le régime, je n'étais pas très à l'aise avec moi-même. D'un côté, j'ai été guidé par le président pour visiter Cu Chi, qui a été le quartier général de la résistance au sud, et c'est pour moi un honneur.
Il m'a également guidé sur les lieux de l'ancien hôpital de Longninh, construit par les Français dans les années 30, aujourd'hui vestige historique préservé. Nous nous sommes également assis à la table où eurent lieu en mars 1973 les négociations quadripartites pour l'échange de prisonniers, où beaucoup de mes amis sont revenus à la vie. Et puis ce fut la photo qu'a proposée le président devant le drapeau du Front National de Libération du Vietnam du Sud, photo qui a pour moi beaucoup de sens. J'en suis fier. En même temps, je pense aux paysans que j'ai rencontrés il y a quelques jours et qui vivent à 2 pas d'ici, dépouillés de leurs biens par le régime qui est né des victoires auxquelles ces mêmes paysans ont contribué, de leur vie et de leur sang, et dont M. Nguyen Minh Thier est devenu un très haut dirigeant. Mon affection ainsi que mon soutien total et indéfectible vont vers eux. Mais je ne peux ignorer l'amitié réelle qui me lie avec le président. J'ai entendu parler du président Nguyen Minh Thier alors qu'il n'était pas encore président. Il était secrétaire du parti sur Ho Chi Minh et toute la province, mais je ne l'ai pas rencontré. Mon premier contact avec le président est venu bien longtemps après. Je lui ai envoyé une lettre assez croustillante, disons, disant que je ne voyais pas pourquoi des étrangers footballeurs avaient la nationalité vietnamienne, alors que moi, qui avais donné pour le Vietnam et qui avait déjà eu de fait cette nationalité en prison, attribuée par mes camarades de prison, et pourquoi moi je ne l'avais pas. Et comme j'avais un souci, parce que comme j'étais déjà âgé, j'avais plus de 60 ans, c'était difficile pour moi de me réentraîner au foot pour pouvoir postuler à la nationalité avec eux. Donc la lettre a été tournée de cette façon, mais c'était une demande quand même. Elle ne lui est pas arrivée. Alors j'ai une amie qui s'appelle Chan Tong Na et qui est une camarade de lutte et de maquis du président et qui m'a dit, écoute, je vais le voir, donne-moi une lettre, donne-moi ta lettre, je la lui transmettrai. Ce qu'elle a fait. Et j'ai eu la réponse presque immédiate. Aujourd'hui, vous êtes vietnamien. Sự tình cờ ngạo nhiên của cuộc sống và của lịch sử đã trao cho tôi nhiệm vụ đoàn kết với Việt Nam. Nay, đối với tôi, nó đã trở thành cái trách nhiệm của một công dân trong nước. Trong quá khứ, tôi đã bảo vệ những gì liên quan tới Việt Nam vì tình đoàn kết từ khi tạm của mình. Từ nay, tôi vẫn tiếp tục bảo vệ quyền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam từ những giá trị của quá khứ, nhưng với sức mạnh lớn hơn, sự hiểu biết sâu sắc hơn, có phương tiện nhiều hơn, bởi nay tôi là người Việt Nam. Anh em chiến đấu như André Mendras nói những lời đó thì là một cái phần thưởng rất lớn và cái động viên hơn bao giờ hết cho những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, vì tôi bị tim mạch rất nặng. Và bây giờ anh xem, phải đeo tai nghe như này, trợ thính mà nghe vẫn có khi vẫn khó khăn. Rồi ôi, nhưng mà biết nhìn đôi mắt của có vấn đề về lỗ tai, có nghĩa là không sử súng. Hả? Tuyệt vời quá. Đây rất đơn giản, chung cư đơn giản thôi, chứ không phải là nhà chung cư cao cấp. Đây là bình dân. Cuộc sống cũng bình thường, giản dị như cán bộ, nhân viên về hưu bình thường. Hai anh bạn
Và bây giờ không phải cởi giày, không có vấn đề, không đi vào. Cả anh nữa đi vào, không cởi giày, đi vào, không có vấn đề gì. Lau mà. Chắc chắn. Đây là mẹ tôi. Nhưng mà nhà bia thì phải túi tục. Không, nhưng mà tôi là chủ nhà, tôi có quyền với khách quý. Anh cứ đi vào. Ok. Đây cha tôi là Nguyễn Đình Bẻ, đúng không? Và đây là mừng đón danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sếp bốt là Pesher, tên là Pesher. Pesher. Tra tấn và nói lần cuối cùng khai đi thì sẽ được trọng dụng. Thì cha tôi đã mắng bằng tiếng Pháp đó trời, đúng không? Chúng này là bọn cướp nước, ta không bao giờ khai báo, dứt khoát. Thế lập tức là nó xài lính đâm chết luôn, nó cắt 2 cái tay, nó mang về để nó hăm dọa với tù nhân khác, còn vứt xác xuống sông. Mẹ. Chào ba. Vâng. Đây mẹ tôi ở đây, vâng. Đấy, mẹ tôi đấy. Thấy không? Đây là người bạn Pháp mà nãy con đã báo cáo với mẹ đấy. Người Pháp. Đấy mà người Pháp đây là bạn. Không cho về bố anh. Bố Bình. Cho Bình hả? Bố Bình. Đấy là cụ nhớ chuyện cũ. Tức là ngày xưa người Pháp đã giết bố Bin. Nhưng mà tôi báo cáo mẹ tôi rồi là đấy thì là Pháp thực dân. Đúng, Pháp không được. Còn nhân dân Pháp và đa số người Pháp và rất nhiều người Pháp là rất là tốt, là bạn của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam. Đấy. Nó bảo nó cạn kinh lắm. Bây giờ khác. Bây giờ khác. Đúng rồi. Bây giờ Pháp và Việt Nam là bạn với nhau. Bạn với nhau. Rồi. Yêu nhau. Nhưng mà bây giờ thì sức khỏe của bà như thế nào? Chúng anh bình thường. Bình thường á, bình thường. Nhưng mà sắp 105 tuổi nhưng mà như bình thường. Trước đầu cạnh trong Pháp. Trên bờ gác Pháp. Khách vào. Pháp vào mẹ tuyệt vời. Pháp là vào cho báo cho cao chạy. Báo cho bộ đội cái bộ chạy. Pháp đến đấy kể cả ba già nó đánh họ. Rồi. Chúng bà luôn luôn có sức khỏe và vui vẻ. Cảm ơn chú nhé. Rồi. Hay quá. Thế rồi là chúc Việt Nam, chúc Pháp, đúng không? Mà bây giờ vừa rồi với chuyến đi của ông Tô Lâm thì đã nâng lên là vừa rồi đó, đúng không? Là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là mức cao nhất. Việt Nam bên này mới có mấy nước thôi, một số ít nước rồi, đúng không? Đúng. Phát triển càng đấy và cái nền cái quan hệ này ngày càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong tình hình thế giới hiện nay, khi mà cuộc đấu tranh giữa dân chủ tự do, văn minh với lại độc tài toàn trị đang diễn ra rất quyết liệt, đang đối đầu rất quyết liệt khắp nơi, và ác liệt nhất là tại đất nước Ukraine với cuộc xâm lược từ gần 3 năm nay của Liên bang Nga. Bác ơi, chân bác có thể đứng này không, bác đọc lại cái câu đọc lại chân không quay. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Con cảm ơn bác. Người Trung Quốc đã xảy kẻ hay đàn nào để khẳng định chủ quyền của mình, nhưng mà không phải chủ quyền của Trung Quốc mà. Yes. Trung Quốc ăn cướp. Yes. Ăn cướp của Việt Nam. J'ai découvert en 2006 par un article de journal le problème des pêcheurs agressés par les Chinois dans l'archipel des Paracels. À partir de là, je me suis impliqué dans cette affaire
Et je suis allé là-bas et j'ai essayé de comprendre. Je me suis documenté sur le plan juridique, sur le plan historique. Et j'ai vécu avec des familles. J'ai vu la tragédie de dizaines de milliers de gens de cette zone qui ne vivent que de la pêche et qui sont menacés de périr à chaque sortie en mer, au large. Voilà. En 2010, j'ai décidé de partir en mer avec un équipage de pêcheurs vietnamiens dans l'archipel volé par les Chinois afin de ramener un document probant que jusque-là personne n'avait pu réaliser. Ce fut le début d'une longue odyssée de 10 ans. Le sujet était très sensible, voire explosif. Véritable casus belli entre les deux partis communistes. Les dirigeants vietnamiens sont coincés. Leur prestige et leur crédibilité sont en jeu entre la soumission à l'ogre chinois intransigeant et toujours prêt à la violence et les reproches appuyés de leurs pêcheurs qui ne protègent pas et de leur peuple dont ils abandonnent la souveraineté maritime. Devant mon obstination et contre promesse de ne pas sortir en haute mer, le président de la République, Nguyen Minh Thiet, alors en exercice, m'a permis de mobiliser une équipe de tournage pour réaliser un film documentaire sur la détresse des veuves des pêcheurs disparus dans l'archipel. Chưa tìm thấy xác của chồng con. Từ đó đến nay, con gì lo lập con thơ. D'abord validé par la censure, le film a été très vite interdit de projection et j'ai fait l'objet d'une pression et d'une filature policière par moments menaçante. Hoàng sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. En mars 2017, je suis vraiment parti dans l'archipel interdit, clandestinement, avec mes amis pêcheurs, pour réaliser le film Les Chevaliers des Sables Jaunes. Les agressions chinoises dans les parages sont chose fréquente. Elles viennent de la marine de guerre, des bâtiments dits de contrôle des pêches, des gros chalutiers aux coques d'acier de la marine populaire, dont les équipages sont en réalité des pêcheurs formés militairement et armés. Depuis le hold-up sanglant perpétré par Mao et Zhuan Lai sur cet archipel en 1974, des milliers de pêcheurs vietnamiens ont été victimes d'agressions violentes et parfois même coulés. L'équipage que j'ai accompagné avait lui-même été victime d'une violente agression près de l'île de Lincoln l'année précédente. Le scénario classique est la poursuite, puis l'éperonnage, l'arraisonnement, le tabassage, la destruction des matériels de pêche et d'orientation et le vol des prises de pêche. Des accidents de décompression surviennent quelquefois quand l'agression est subite et que les pêcheurs plongeurs doivent remonter du fond précipitamment sans pouvoir respecter les paliers. Là, on traverse le village de Sakeu et on va vers Ben Chao, c'est-à-dire le port de pêche. Tiếng Đức là bọn á. Tiếng là bọn á. Là bọn, đúng. Giải là về rồi, nhớ rồi. Cháu đi tập đó, nó bộ ra. Đi tập Bây đó. giờ không ra biển nữa bởi vì bị nước ép. Nước ép ở đây. Đúng rồi. Khoảng 60, 63, 64 có tuổi ở bên kia. Đó, dưới này. Ở bên kia thì đi qua một... Vô đây đó. Mon départ en mer, strictement interdit, a été le fruit de négociations avec les pêcheurs sur les bases de la confiance qu'ils me faisaient quant à mes intentions de servir la cause de leur profession et de leur pays, et à mes capacités physiques et mentales pour endurer les épreuves d'une campagne de pêche hauturière pénible et des plus hasardeuses.
J'avais d'ailleurs endossé par écrit la totale responsabilité d'éventuelles conséquences malheureuses. Le départ et l'arrivée se firent dans une atmosphère de clandestinité totale. Từ Quảng Ngãi. Ở đây. Mình Từ, đã đi từ cổng Sa Kỳ Quảng Ngãi đây. Cổng Sa Kỳ ở đây. Rồi có đi ra ngoài Lý Sơn. Rồi đi ra đến đảo Bạch Tri Tôn, ngoài Tri Tôn nè. Tri Tôn nè. Tri Tôn. Tri Tôn rồi cái mình sau đó Mumbai. Mumbai. Lincoln đây. Bởi vì lúc đó thì Trung Quốc có tác trận quân sự ở bên này. Mình không dám đi. Không dám đi đến đó, đi hướng này. Và lúc đó mình gặp một đôi tàu Trung Quốc ở đây. Dạ, đúng rồi. Màu xanh, nhớ không? Yeah. Nhiều. Nó mấy chiếc tàu đó, tàu vỏ cầu của Trung Quốc. Nó đi gần Lý Sơn mà. Gần đổ Lý Sơn đó. Ôi, kêu kích người ta. Đúng. Đừng cái tàu vô Lý Sơn nó là nó về. Trở về. Tất cả là 30 ngày. Tất cả 30 ngày. 30 ngày. Dans la cour de Tourne, le maître d'équipage, les amis se sont réunis pour éplucher la récolte d'oignons. Je suis naturellement invité. Les chaises sont un peu basses, mais c'est plus confortable que sur le pont du bateau. Xin giới thiệu các bạn ở đây. Ở đây là bà Hào. Hào có phải không? Dạ. Có mắt bố bà con trên biển hồi năm 2008 ở Hoàng Sa. Dạ. Ở Hoàng Sa con đúng cũng vậy luôn, đi ra chung luôn. Đúng hả? Đúng. Đi Hoàng Sa. Mà năm nào? Cũng chung mà. Chung ra với anh Boa. Lúc đó bao nhiêu anh em mất tích? 9 anh em. 9 anh em hả? Đây gai 10 người mà còn sống 1 người, còn mất 9 người. Il y a eu une tempête, ils ont voulu s'abriter dans une des îles et les Chinois ont tiré, n'ont pas voulu qu'ils s'abritent et donc le bateau a coulé et ils ont disparu. Con em Con là chồng đi Hoàng Sa bị bán. Đi bán hả? Dạ, bán ở đây. Bán ở đây hả? Trung Quốc bán. Là Nhi hả? Vậy. Bánh xèo. Dạ, bánh xèo. Vô. Sanh chúc mừng sức khỏe. Chúc mừng sức khỏe. Chúc mừng sức khỏe. Và Sanh Nam đi Hoàng Sa. Sanh Nam đi Hoàng Sa. Vô. En juillet 1954, après Dien Bien Phu, les accords de Genève ont délimité provisoirement le sud et le nord du Vietnam au niveau du 17e parallèle. Selon ces accords, toutes les forces du sud du pays qui avaient participé à la guerre contre les colonialistes français devaient être provisoirement regroupées au nord en attendant des élections libres qui devaient se dérouler en 1956. Ces élections n'ont jamais eu lieu car les administrations américaines et leurs alliés vietnamiens les ont sabotées en s'accommodant d'une partition définitive du Vietnam à la coréenne. Mais Ho Chi Minh et ses compagnons ont refusé de voir leur pays coupé en deux à jamais. La rivière Ben Hai symbolise cette division et le très étroit pont Hien Lung au-dessus d'elle, les fragiles espoirs de réunification. Cette zone est devenue la plus chaude de la guerre du Vietnam qui s'est prolongée ensuite jusqu'en 1973, signature de l'accord de paix de Paris, dont
Pendant des années, la zone a été bombardée. Une dizaine de B-52 ont été abattus juste au nord ici. Ils ont parsemé toute la zone de bombes à billes, de napalm, de toutes sortes d'engins destructeurs, sans parvenir à détruire les forces de résistance qui ont elles-mêmes accumulé un pouvoir de feu assez extraordinaire. Ce qui fait que ce pont n'était pas que symbolique, c'était un point stratégique pour mener le combat et un point aussi psychologique pour impressionner l'ennemi. Quant à cette rivière qui coule tranquillement maintenant, beaucoup de poèmes ont été écrits par des combattants, par des poètes sur elle, en disant qu'elle était rouge de sang et qu'il n'y avait même pas besoin de pont pour la franchir, il suffisait de marcher sur les corps des camarades. Donc c'est vraiment une zone de martyrs. Et très symbolique au moment de la réunification ensuite, c'est-à-dire c'est le nord et le sud réunis. Après mon séjour à l'hôpital psychiatrique de Bien Hoa et la tentative ratée de me faire passer pour malade mental dans le but de décrédibiliser l'action du drapeau, j'ai été renvoyé en prison pour poursuivre ma peine de 3 ans. Mais je n'en ai fait que 2 ans et demi. Juste avant la signature de l'accord de Paris, le 27 janvier 1973, les autorités ne voulaient pas qu'on soit encore en prison, de peur qu'on témoigne sur ce qu'il s'y passait et en particulier des manœuvres pour transformer le statut des prisonniers politiques en prisonniers de droit commun afin de ne pas les libérer ou les échanger. En 1973, le lendemain de ma libération, dès que je suis arrivé, dès que je suis descendu de l'avion, j'ai été accueilli par mon père, des amis, un petit nombre très restreint d'amis. Le temps d'embrasser mon père, qui pour la première fois de sa vie s'était déplacé à Paris, le temps de l'embrasser, et je suis parti tout de suite vers un appartement. Et là m'attendaient 2 Vietnamiennes du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam. Une d'entre elles était Madame Yum et Madame Minh. Et là, je leur ai donné tout ce que je ramenais de la prison, de secret, de confidentiel, et venant des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que j'avais caché, on va le dire comme ça, dans mon slip, des documents écrits avec des listes de prisonniers, les endroits où ils étaient, et puis les historiques des différentes répressions dans les différentes prisons. C'est la première fois que j'ai vu Minh, donc à partir de là, on a travaillé ensemble. J'ai enchaîné les témoignages contre l'administration pénitentiaire de Saigon et des Américains, contre les tortures, les déportations, les disparitions. Je suis allé un peu dans le monde entier, presque dans le monde entier, pendant 1 an et demi. Et pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé avec Madame Minh. Et puis ensuite, elle est rentrée au pays à la Libération, en 1975. Et moi, je suis rentré à l'école pour reprendre la vie normale. Lâu lắm không gặp nữa. Bây giờ mẹ thế nào? Vui quá. Vui quá. Thầy 100 tuổi. 100 tuổi. Năm nay trời ơi, ghê quá. Là ở đây ai đó à Paris
Dừng Tiến Thảo, Annie, André, còn mình ở đây. Madame Min. Madame Min, ma maman d'adoption vietnamienne. Plusieurs fois, elle m'a dit, mais tu as déjà une maman? J'ai dit, oui, j'ai déjà une maman, mais je peux en avoir deux. Et toi, je te choisis comme la deuxième. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont tellement forts, qui se sont créés, qu'on est une famille. On est vraiment une famille. Donc c'est l'histoire c'est mon histoire avec le Vietnam. C'est une histoire de... Les Vietnamiennes disent « jotit », de tripes et de chair.